Je pense qu'il faut s'écouter, apprendre à savoir qui on est et faire en sorte que tout ce que vous faites là, respecte ça, quoi. Puis, je crois que c'est une manière de faire les choses avec intégrité. Et quand vous êtes intègre, si vous l'êtes pour vous, automatiquement, ça vous donne une tendance à l'être pour vos rapports avec les autres aussi. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Layer, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Viser la Lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bienvenue dans Viser la Lune. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un musicien, chanteur, compositeur qui depuis 50 ans nous enchante avec élégance. Si je vous dis Manureva, Bambou, Bon baiser d'ici, Paradis, vous l'avez reconnu, nous avons le grand plaisir d'être en compagnie d'Alain Chamfort. Bonjour Alain. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir. Je suis très touchée, je vous avoue. Écoutez, tant mieux. On va partir ensemble pour notre voyage vers la Lune, à la découverte ou redécouverte de votre vie d'artiste et peut-être de quelques-uns de vos petits secrets qui vous ont mené sur cet incroyable chemin. Déjà, quand vous y pensez, 50 ans de carrière, ça vous fait quoi ? Ça fait juste prendre conscience que le temps passe extrêmement vite et qu'on fait les choses avec l'implication, bien sûr, avec envie, avec plaisir, bien souvent, mais qu'on ne se rend pas compte, comme ça, que toutes les choses s'enchaînent, qu'on passe d'un moment heureux à un moment moins heureux. On a surtout des projets, donc on avance comme ça avec l'idée que l'avenir est plus important que le présent. Et finalement, ça nous empêche de réaliser un peu ce qu'on fait sur le moment, enfin d'être assez... Vous savez, les grandes théories du temps présent, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas assez attentif à nos vies du moment. Donc, ces 50 ans, je ne les ai pas vus passer, pour vous répondre plus simplement. Bon, on va être en phase avec le moment qu'on est en train de vivre. Et je vous propose de partir dans un petit flashback, si vous le voulez bien, puisque c'est tout un parcours qui est vraiment passionnant. Et j'ai envie de vous demander, quel enfant étiez-vous ? Alors, je crois que j'étais un petit garçon assez sage, assez rêveur, assez sensible, et j'étais déjà un peu mélancolique. Je crois que je n'ai pas l'impression d'être devenu très différent de ce que j'étais en réalité. Et puis le temps est passé comme ça, gentiment, dans une famille agréable. J'avais une sœur aînée, que j'ai toujours avec moi, bien heureusement, et puis des parents qui étaient des gens simples. On était modestes, mais on manquait de rien en même temps, quoi. On partait en vacances, j'ai appris la musique très tôt. Oui, vous aviez quel âge ? La musique, j'avais 4-5 ans, oui, c'était assez rapide, quoi. Mais là, c'est pas forcément... Enfin, c'est en partie grâce à mes parents, mais ils ont suivi le conseil de ma marraine qui, elle, était professeure de piano et qui habitait Bourges. Et quand elle donnait ses cours de piano, elle sentait que ça m'intéressait, que je venais écouter. Voilà, donc elle a alerté mes parents. Elle leur a dit, écoutez, ça serait bien qu'il fasse de la musique. Il a l'air d'avoir des qualités pour ça. Et mes parents l'ont écouté, bien heureusement. Et donc j'ai commencé à apprendre le piano, je dis à 4-5 ans. Et puis après, j'ai jamais arrêté, quoi. Voilà, donc tout ça dans un environnement calme, ouvert, avec d'autres enfants. Donc j'ai eu une enfance vraiment assez heureuse, quoi. Vous disiez que vous n'avez jamais arrêté la musique, vous avez même fait partie de groupes quand vous étiez ado. Vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit « je veux faire de la musique dans ma vie » ? Je crois que je me suis jamais posé la question parce que j'en ai toujours fait, quoi. En tout cas, je pensais que c'était un moment où j'étais heureux, toujours, quand j'en faisais. Voilà. J'étais donc, ça me permettait de m'évader aussi, d'avoir des moments où j'étais encore ni dans mes études, ni dans le jeu, mais entre les deux, quoi, quelque chose, un espèce de lieu un peu différent, particulier, comme ça, dans lequel je prenais plaisir à entrer. Non pas forcément à apprendre, ni le solfège, ni les œuvres classiques qu'on me faisait apprendre, mais ce que ça provoquait en moi, ce petit instant suspendu, comme ça. Et donc,
j'avais envie que ça se prolonge, quoi. J'avais envie que ça continue. Je ne savais pas si j'allais en vivre, enfin je ne me posais même pas la question, mais j'avais envie de prolonger cette relation à la musique, quoi. Oui, c'est plus une quête finalement du bonheur que d'un métier particulier. Oui, c'est de prolonger le plaisir que ça me donnait. Puis finalement, je me suis donné certainement les moyens, mais presque de manière inconsciente, quoi. C'est-à-dire d'aller rejoindre d'autres copains qui jouaient de la guitare ou de la batterie, etc., et de commencer à monter des petits groupes locaux comme ça, et de partager le plaisir aussi de groupe, parce que ça, c'est un moment aussi intéressant d'être avec d'autres gens qui sont de milieux peut-être différents, à vivre le moment et se partager. C'est comme un joueur de foot, quoi. Enfin, c'est un peu une équipe, vous savez, quand on partage la même passion, quoi. Voilà. L'importance d'être ensemble et de partager. Oui, de faire quelque chose en commun et de partager, essayer de faire le mieux possible, chacun dans son domaine, d'être investi en même temps, au même moment, pour la même cause. Oui, et c'est porteur, quoi. Alors, vous avez été pianiste chaque fois dans ces groupes jusqu'au moment où vous rejoignez les Mods. Donc, vous êtes ado, vous avez quel âge à ce moment-là? Alors, les Mods, je vais avoir 16 ans. 16 ans. Et là, pour la première fois, vous n'êtes pas le pianiste, vous êtes le chanteur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, parce que les autres ne savaient pas chanter, et peut-être encore plus mal à l'aise que moi. Et comme j'avais, dans un groupe qui précédait les Mods, qui s'appelait les Murators, j'avais commencé à chantonner un petit peu sur certaines chansons. Avec le batteur de ce groupe et moi-même, nous sommes écartés de ce groupe qui s'appelait les Murators pour aller fonder les Mods. Le batteur à la batterie, c'est pas facile de chanter, ça fait beaucoup de bruit, c'est repris dans les micros, etc. Donc, pourtant, il était capable de chanter, il chantait très bien, mieux que moi même peut-être. Et donc, mais il n'avait pas envie de le faire, et donc je me suis dévoué à chanter moi-même. C'est plus facile pour un pianiste de coordonner à la fois le jeu d'accompagnement et la voix, quoi. Alors c'est marrant parce que vous vous définissiez comme plutôt réservé, oui. Et vous me mettez en tant que chanteur, c'est-à-dire que... Oui, mais dans un groupe, alors c'est un peu différent parce qu'on a encore ce sentiment d'être protégé par les autres. C'est pas parce que je chantais que j'étais leader. On était tous ensemble à essayer de faire le mieux possible. Alors moi, je chantonnais, j'ai jamais eu une voix extraordinaire, mais en tout cas, je chantais juste parce que j'étais musicien. Et puis parce que personne d'autre voulait le faire, quoi, simplement. C'est bien de se dévouer comme ça. Alors moi, j'ai remarqué un peu en étudiant votre vie, Alain Chamfort, que vous avez eu des rencontres assez incroyables. Et donc déjà, à ce moment-là, une première rencontre assez marquante, c'est Jacques Dutronc, parce qu'il est dans la même maison de disques que vous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait avec lui ? Ce qui se passe avec lui, c'est que Jacques était assistant directeur artistique d'un monsieur qui s'appelait Jacques Wolfson. Et Jacques Wolfson a eu l'idée de demander à un de ses amis qui s'appelait Jacques Lanzmann d'écrire des textes de chansons. Wolfson cherchait un compositeur pour mettre en musique les textes de Lanzmann. Dutronc l'avait déjà fait à l'époque pour certaines chansons, pour François Hardy, etc. Donc, tout naturellement, il a demandé à Dutronc de le faire. Et Dutronc a mis les textes de Lanzmann en musique. Et après, ils étaient en quête d'un interprète. Ils ont essayé 2-3 chanteurs, et puis ça ne convenait pas. Et donc, en désespoir de cause, Wolfson a dit à Dutronc, bah, écoute, t'as qu'à chanter toi, tu le fais aussi bien, peut-être mieux que les autres. Et Jacques avait une personnalité déjà très affirmée. Donc, son disque est sorti et il a marché tout de suite parce que il avait cette espèce de dérision, d'œil malicieux, cette espèce de comportement comme ça qui n'était pas généralement ceux des chanteurs habituels. Voilà, il était un petit peu différent par son attitude. Donc ça a plu et il avait besoin de musiciens pour l'accompagner. Que nous, les Mods, on a sorti un album, un 45 tours qui n'a pas marché du tout, et donc on était totalement disponible et on a commencé à l'accompagner. Puis après, il a gardé certains éléments du groupe et après il a conservé plus que moi. Et puis on a reconstitué un autre groupe avec des musiciens qui sont venus nous retrouver. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai accompagné Jacques pendant 2 ans. Avec lui, vous découvrez vraiment la vie professionnelle d'artiste, les tournées. Comment vous vivez ça ? Alors, c'était un vrai changement de vie, hein, parce que moi j'habitais à l'époque chez mes parents, et puis d'un seul coup on est parti en tournée, on était en voyage tout le temps, on suivait Jacques qui
qui descendaient dans les 4-5 étoiles et les grands restaurants, etc. Donc nous, on découvrait tout ça avec beaucoup d'appétit, quoi. Et donc on dépensait l'intégralité de nos cachets pour se permettre ce standing de vie. Moi, j'avais 17 ans et d'un seul coup, il y a eu une accélération de la vie très intense, quoi, parce que il a été pris il y a eu un énorme succès. Donc, beaucoup de concerts, beaucoup de milieux différents, d'ailleurs, qui étaient capables d'apprécier ce que faisait Jacques, des milieux très populaires, puis des milieux aussi plus exigeants. Il nous emmenait partout. Voilà, il avait envie d'être entouré de ses amis tout le temps. Donc, il nous travaillait avec lui. Donc, dès l'âge de 17 ans, d'un coup, là, je découvrais une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Enfin, je veux dire que je ne savais même pas que ça existait, quoi. Et c'est vrai que c'était assez intense et assez excitant. Et pour moi, c'était un chemin initiatique comme ça, très imprévu, quoi, on va dire, qui m'est tombé dessus. Et puis, il y a 2 ans après, ça s'est arrêté parce que Jacques a décidé de changer de musicien. Et puis moi, je suis parti sur autre chose, quoi. Est-ce que justement, cette vie-là, ça vous a donné envie de prendre la place quelque part à votre tour de Jacques Dutronc ? Pas la place de Jacques Dutronc, mais en tout cas, j'avais été touché du doigt, quelque chose que j'ignorais avant. Et voilà, donc d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait une autre vie possible, quoi. C'est vrai alors même si je reniais pas mes origines et qu'au contraire, je les revendiquais parce qu'il y avait des valeurs auxquelles je tenais, mais d'un seul coup, de sentir qu'on peut aussi améliorer ses qualités de vie, c'était assez tentant, quoi. Alors là, vous parlez de conditions matérielles. Est-ce que le succès, les fans, la gloire... Alors, c'est pas que des conditions matérielles, parce que d'un seul coup, d'intégrer d'autres milieux, je m'apercevais aussi c'était pas uniquement l'argent, c'était aussi une possibilité d'apprendre des choses. Il y avait des conversations, avec des échanges sur les idées, ça peut être la politique, ça peut être n'importe quoi. Et d'avoir accès à ce milieu-là aussi ouvrait à ces possibilités-là. C'était pas juste l'argent. Vous voyez. Alors, on parlait des rencontres. Donc, effectivement, la rencontre, à un moment, vous croisez Dick Rivers qui vous produit, mais la rencontre qui suit, c'est la rencontre fondamentale, c'est Claude François. À la base, vous venez lui faire des chansons. Il vous propose de chanter, d'être chanteur. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est quand même pas rien que Claude François, c'était un peu le roi du monde à cette époque-là. Oui, qui vous propose. Un peu ça, oui. Donc, il commence par quoi ? Par décider que vous allez changer de nom, parce que votre vrai nom, c'est Alain Legovic, mais pour lui, c'est trop breton, c'est pas assez fédérateur. Et donc, il décide que vous appelleriez Alain Chamfort. Oui, il ne savait pas exactement comment j'allais m'appeler, mais on a sorti un dictionnaire des noms propres, et il est tombé sur Chamfort, et puis il m'a posé la question. Moi, j'adhérais totalement à tout, parce que je me sentais pas impliqué véritablement, si vous voulez. C'était amusant, quoi. J'avais un espèce de décalage entre mon action de musicien, chanteur, enfin qui acceptait un peu ce qu'on lui proposait, et puis ma nature, ce que j'étais, moi, Alain Legovic, par ailleurs. Vous voyez, il y avait un décalage comme ça. Et donc, Claude avait beaucoup d'autorité, il est très, très convaincant, tout ça, et donc je me suis dit, s'il me propose de chanter, malgré tout, c'est qu'il doit trouver que d'abord j'en suis capable, et puis qu'il a besoin de prouver qu'il est un producteur, donc il va tout mettre en place pour que ça marche, quoi. Il va m'aider, il va me soutenir, il va faire en sorte que j'existe dans ce métier. Et c'est ce qu'il a fait. Donc j'ai accepté sa proposition, et puis ça a marché assez vite, quoi, parce qu'il était présent tout le temps, il m'entraînait avec lui dans ses émissions de télé, de radio, tout ça, il m'imposait quasiment quand il avait le poids de pouvoir faire ça, il avait la position qui lui permettait d'entraîner quelqu'un dans son sillage, et c'est ce qu'il a fait avec moi, quoi. C'est une sorte d'hyper-ouverture à l'opportunité que vous avez eue à ce moment-là, tout en sachant que ça allait vraiment vous ouvrir des portes et vous faire vivre quelque chose de particulier. C'était une expérience, je ne savais pas où ça allait me mener du tout. J'avais confiance en lui, confiance en ses arguments, il était très charismatique comme ça, donc et je savais que ça pouvait être qu'une expérience, quoi. Alors bonne, mauvaise, je n'en savais pas trop, je faisais confiance, et puis ça a été plutôt une bonne expérience. Alors après, il fallait rapprocher un petit peu mon rôle de chanteur et
et ce que j'étais. J'avais envie de mettre cette activité-là au service de ce que j'étais. Oui, parce qu'en fait, lui, il vous a tourné plutôt un bel homme, très charmant, il va plaire aux femmes. Voilà, lui, c'est marketing à fond. Oui, c'est ça. Il avait compris le marketing avant l'heure. Ouais. Et donc, il vous a lancé sur cette voie à fond, en fait. Oui, il avait quelques... Si vous voulez, il y a une période aussi aux États-Unis, c'était le début aussi des chanteurs à minette comme ça, c'est-à-dire des jolis garçons qui chantaient des bluettes et avec des rythmes du moment. Voilà, donc finalement, c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Donc, et en plus, il avait le pouvoir de me soutenir avec Podium, qui était un journal qu'il avait mis en place à l'époque, qui était un journal pour teenagers, également très copié sur des publications américaines, avec des couvertures composées, tous les chanteurs à minette de l'époque, etc. Et donc, voilà, on bénéficiait de ça. C'est-à-dire que c'était pas prévu de s'inscrire dans le temps, comme ça a été après, parce que j'ai pu essayer de prouver d'autres choses, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de vision sur du long terme, si vous voulez. On faisait quasiment au disque par disque sans trop se poser de questions, quoi. En même temps, travailler avec un professionnel tel que Claude François, quelles sont les choses les plus importantes du métier que vous avez apprises avec lui ? Alors avec lui, déjà, c'est un musicien, Claude. C'est pour ça aussi qu'on s'entendait bien. Il aimait bien que les productions soient convaincantes, que les musiciens jouent bien, que le rythme se transmette, quoi. C'est-à-dire que la pulsion rythmique de ces enregistrements soit vraiment réussie. Alors on disait que c'était un grand professionnel, tout ça, quelqu'un qui allait au bout de ses envies, ce qui est assez vrai. Et puis le spectacle. J'ai retenu de lui aussi l'idée que les gens, quand ils viennent vous voir sur scène, ils aiment bien que vous leur apportez quelque chose de plus que ce qu'ils ont dans leur vie de tous les jours. Donc, quand on est sur scène, moi, j'ai toujours aimé aussi proposer quelque chose d'un peu plus, quoi. Voilà, on arrive, on offre quelque chose aux gens qui est aussi une petite part de rêve, comme ça, une petite part de... Et Claude était très sensible à ça aussi. C'était des leçons qu'il avait retenues des artistes américains qu'il avait adorés quand il était plus jeune. Il essayait de reproduire ça. Et donc, il m'a transmis ça aussi. Alors moi, je n'ai pas des Claudettes et je n'ai pas des chorégraphies, mais j'ai toujours eu envie, malgré tout, de proposer quelque chose d'assez joli à regarder, quoi. Ouais. Donc, il vous met avec cette étiquette chanteur à minette, vous l'avez dit vous-même, sauf qu'à un moment, vous avez envie d'être vous-même, de faire des chansons qui vous ressemblent, donc vous décidez de le quitter. Il ne le prend pas très bien, j'imagine. Alors, d'abord, je pense que le moment où ça s'est fait, je crois qu'il avait un peu prouvé ce qu'il avait envie de faire avec moi, c'est-à-dire de réussir à être reconnu comme un producteur dont le label reposait pas essentiellement sur lui. Donc ça, c'était reconnu, c'était fait. Et moi, je commençais à être un peu dans ses pattes, quoi. Enfin, il avait l'impression quand même d'avoir mis au monde un espèce de petit concurrent, alors que c'était loin d'être le conte, d'être la réalité. J'étais très différent de lui, et puis j'avais pas du tout la conviction qu'il mettait à faire les choses et tout. J'étais moi un peu en retrait tout le temps, et donc notre collaboration s'est un peu étiolée avec le temps, quoi. C'est-à-dire que il n'avait pas forcément très envie que ça continue pour moi. Et moi, ça correspondait à un moment donné aussi où j'avais essayé de mettre à profit ma reconnaissance, enfin la notoriété que j'avais acquise, pour justement laisser plus de place aux musiciens qui n'avaient pas eu la possibilité encore de vraiment exprimer ce qu'il était et d'évoluer artistiquement, quoi. Voilà. Alors lui, il était totalement contre ce projet-là, et donc ça nous a permis de nous séparer au moment où mon contrat se terminait, quoi. Ouais. Ça ne vous a pas fait peur de quitter une structure, quelque chose où toutes les portes étaient ouvertes, aussi grâce à un tel producteur, et de vous retrouver à vous gérer vous-même? C'est un peu lâcher la proie pour l'ombre. Oui, et en même temps, je pense que la conviction que je trouvais et la motivation, c'était dans le fait de pouvoir présenter ce que j'étais. J'avais un besoin de me sortir de cette schizophrénie qui était de resituer le chanteur avec l'homme. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'était plus fort que tout. Et finalement, j'étais prêt à prendre n'importe quel risque parce que inconsciemment, même si c'était inconscient, j'avais ce besoin-là d'être reconnu pour ce que j'étais et non pas pour ce que j'apparaissais.
Ouais, l'idée, c'est vraiment de suivre votre besoin à ce moment-là, qui dépasse tout, Voilà. quitte à se mettre un petit peu en danger. En même temps, vous aviez accumulé du succès, donc il y avait... Il y avait une petite marge, mais ouais. qui est assez fragile quand même, hein, parce que, si vous voulez, c'est un métier où, si vous n'êtes pas rentable, ben, vous n'avez pas le droit d'être là, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche quand même, hein. Donc, bon, il y avait une fragilité, mais en même temps, c'est une major qui m'avait proposé de venir la rejoindre. À l'époque, c'était CBS. Et donc, je savais qu'il y aurait des moyens, que j'aurais un peu plus de confort pour enregistrer mes disques, etc. Donc, et puis, je suis arrivé le jour de ma signature et j'ai dit au PDG à l'époque, vous me signez non pas pour ce que j'ai été, mais pour ce que je vais devenir. Je ne vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait depuis mon début. Et j'aimerais avoir la liberté totale de pouvoir faire ce que je veux, de ne pas avoir de directeur artistique, d'être autonome, de faire mes choix complètement. Et il m'a accordé ce droit-là. Donc, d'un seul coup, je me suis senti vraiment libre, peut-être même trop libre, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de cette liberté. Mais en même temps, c'était pareil. J'avais ce besoin-là, me donnait une force, quoi. J'étais prêt à affronter, à imposer ça aux gens, alors que, évidemment, que lui, il aurait préféré me signer en continuant d'entretenir un succès que j'avais acquis avant. Mais il m'a fait confiance aussi. Il a vu que j'étais déterminé. Et face à ce besoin-là que je ressentais vraiment intensément en moi, je ne pouvais pas lâcher prise et accepter des conditions qui n'auraient pas respecté ça, quoi. Voilà. Et c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que face à une maison de disques qui est puissante, vous avez réussi à imposer votre besoin parce que c'était vraiment essentiel pour vous. Il y a des tas d'artistes qui auraient peut-être peur qu'on leur dise non, donc ils vont dire « Ok, je fais ce que vous voulez », mais ils se perdent. Et là, vous avez... c'est le risque, oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense que j'ai toujours été animé d'une espèce de... Alors, à la fois, je suis quelqu'un qui peut être influençable, je suis quelqu'un qui est assez... qui tape pas du poing sur la table, qui n'impose pas forcément son point de vue à ceux qui n'ont pas envie de l'entendre. Mais quand c'est pour des raisons artistiques, c'est plus fort que moi. C'est peut-être une seconde nature qui apparaît à ce moment-là. Et qui, peut-être le vrai Alain Chamfort. Peut-être le vrai, voilà, qui se manifeste à ce moment-là. Et j'ai eu deux, trois conflits comme ça, dans lesquels je suis rentré vraiment face à des gens qui avaient un pouvoir, qui pouvaient me faire disparaître peut-être du jour au lendemain, qui étaient plus puissants que moi, mais devant lesquels je n'ai pas cédé, quoi. Ah, d'accord, c'est vraiment important pour vous. Vous ne lâchez pas. Le reste, bon, ça peut passer. On verra, oui, exactement. Alors là, on va parler de la rencontre suivante, puisque Serge Gainsbourg va vous écrire des chansons à ce moment-là. Comment vous vous rencontrez avec Serge Gainsbourg ? D'abord, on s'était déjà croisés à plusieurs reprises, parce qu'à l'époque, il accompagnait souvent Jane sur les plateaux. Jane était en plein succès, elle avait tourné 2-3 films qui marchaient bien, il écrivait des chansons pour elle qui marchaient. Bon, lui, il était un peu en retrait de sa carrière, voilà, il n'était pas très heureux de ça d'ailleurs. Mais bon, sur les plateaux de télé, il prenait un verre ou deux, il mettait un peu l'ambiance, il faisait rire un peu les uns et les autres. Bon, je l'avais croisé à 2-3 reprises comme ça, mais on n'était pas ni amis, ni quoi que ce soit. Enfin, et puis, une année, je suis allé faire des chœurs sur un album de Véronique Sanson à Los Angeles. Et j'ai découvert à ce moment-là, grâce à elle, les studios d'enregistrement aux États-Unis, à Los Angeles normalement, et puis les musiciens, et puis les ingénieurs du son, et puis tout ce monde qui tournait autour de la réalisation d'albums. Et ça m'a donné l'envie folle d'aller enregistrer mon album à venir dans ces conditions-là. Ça a été le cas, je suis parti aux États-Unis, j'ai enregistré mes chansons, mais alors c'était juste la partie musicale. Je fredonnais dessus les mélodies sans savoir ce que j'allais chanter. Et puis au retour, il y avait d'excellents musiciens qui jouaient, il y avait un son comme ça, très, très convaincant. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter là-dessus maintenant ? Et en parlant avec les gens qui étaient dans mon entourage, on s'est dit, ce serait chouette que Serge Gainsbourg pouvait accepter de le faire. Et donc on l'a contacté, je lui ai fait écouter les bandes playback, il a trouvé ça très convaincant, et puis il a accepté qu'on collabore ensemble. Et puis après, on a fait presque 3 albums en continuité, quoi. Voilà. Avec des gros succès, dont un de vos plus gros succès, évidemment, Manureva. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, ça s'appelait Adieu California. Il vous apporte un texte
que vous n'aimez pas, vous osez dire non à Serge Gainsbourg. À tout de suite pour la seconde partie de l'épisode.